Passion MLB, le podcast, épisode numéro 100. On est rendu là après un peu plus de 2 ans à faire le podcast, à peu près une fois par semaine. C'est logique qu'au début de la 3e saison, on soit rendu à l'épisode numéro 100. Bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous écoutent en live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X et sur YouTube les mercredis soirs à 20h. Merci aussi à ceux qui nous écoutent présentement en format balado sur toutes les bonnes plateformes. Ceux qui nous écoutent vidéo remarqueront qu'il y a du monde à la messe dans l'écran. On a décidé de célébrer le 100e épisode en grand. Une idée de Sébastien qui dit « Hey, invitons tous nos collaborateurs de Passion MLB dans un même et seul épisode. C'est la super équipe, c'est les Dodgers de Los Angeles du podcast. C'est le match des étoiles, c'est la classique mondiale de baseball du podcast avec tout le monde. Allons-y, faisons un petit tour de table. Maxime Trudeau, qui n'est pas un habitué du podcast, on l'a déjà eu il y a un petit bout, mais c'est ton grand retour au podcast. Bonjour, mon cher. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait bien plaisir. Pascal Harvey, qui est là aussi avec nous. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. J'espère de ne pas être le Josh Naylor de la classique pour cette soirée. Là. Mais oui, ça va bien. Content de vous voir. Là, le Teams est réuni. C'est le fun de voir ça. Et t'aurais pu être le Kate Smith si jamais il s'était présenté un gars qui livre la marchandise chaque fois qu'il va sur le monticule. Ton préféré, évidemment. Voilà. Mais il n'était pas présent à la classique. Malheureusement. Félix Forget qui est aussi là. Félix, ta première fois cette année ou pas? Je me rappelle pas. Première fois. Ça tombe. J'ai un mercredi assez occupé habituellement, mais là, ça a donné. Fait que content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, l'effet du 100e anniversaire. Pas 100e anniversaire, voyons, du 100e épisode. Le podcast, c'est pas si mieux que ça. T'es rendu loin, là. Oui, c'est ça. Même le podcast original n'a pas 100 ans. Donc, voilà. Non. Et Sébastien, qui est là aussi à mes côtés. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va bien, ça va bien. Là, si on est les Dodgers, il faudrait voir si on coûte aussi cher, là, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir l'argent. Puis ça me tente un petit peu moins. Oui, mais on peut le différer. Ah, c'est vrai. Bon point. Messieurs, ça fait une semaine que le baseball est commencé. C'est toujours le fun, une belle période, Max, quand tu regardes ça. C'est correct de traverser l'hiver, puis jusqu'à un certain point, peut-être que ça fait du bien de ne pas toujours suivre le grind du baseball à tous les jours, mais quand ça repart, c'est toujours le fun. Puis là, c'est reparti pour de vrai avec le système ABS, avec tout ce que ça implique. Il y a eu la classique mondiale. Es-tu content de retrouver ce grind-là de tous les jours du baseball? Écoute, je suis très content. Je suis fébrile. Je suis fébrile, pardon. Je suis tellement excité que je pars demain pour Pittsburgh. Je m'en vais voir les Pirates en fin de semaine. Donc, comme tu l'as dit, ça recommence et tout, les voyages sportifs. Je suis vraiment content. Je suis les Royals, qui est mon équipe. Et je suis aussi en parallèle les Blue Jays, évidemment. Cet après-midi, là, j'ai pu regarder le match en direct. Là, donc, j'étais chez moi. Et voilà, c'est le fun. Ça sent le printemps. Il commence à faire beau. Les journées rallongent. C'est magique. J'adore ça. C'est un beat différent, le baseball. Pascal, on dit que c'est 6 mois à être en maudit après son équipe à tous les jours. C'est la différence avec les autres sports professionnels où il y a beaucoup moins de matchs ailleurs. Ouais. Fait que le baseball, je pense qu'il faut prendre le temps de suivre ça. Il ne faut pas partir trop rapidement. Il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. Puis, il faut apprécier surtout chaque moment. Puis, lors du premier week-end, lors des premières séries, il y en a eu des moments savourés, il y en a eu des cocasses, il y en a eu des drôles, il y en a eu des moins drôles. Puis c'est ça le baseball. Je veux dire, il faut être sur le beat là, pour profiter de tout ça. Messieurs, si vous permettez, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. Allons-y, Sébastien, avec le bloc sur les Blue Jays. OK! Blue Jays! Félix, tu vas me dire si je suis fou ou pas. Il me semble qu'à un certain point, là, dans la rotation des Blue Jays, là, il y a le mot surplus qui a été utilisé. Puis on dirait que quelques semaines plus tard, on est rendu à l'étape où on se dit qui va lancer dimanche. Comment on est passé de ce surplus-là de 8 lanceurs? Évidemment, on a toujours su que Bieber était blessé dès le début du camp, donc disons 7 pour être un petit peu plus juste. Comment on est passé de 7 lanceurs à tu tombes à 4? Quand on dit qu'on n'a jamais assez de profondeur au niveau du monticule dans les majeurs, je pense que les Blue Jays de 2026 en sont un excellent exemple jusqu'à maintenant. On sait les lanceurs
lanceurs, surtout depuis quelques années, il y a cette épidémie de blessures de lanceurs-là, puis plus que jamais, ça tombe au combat tellement rapidement, puis tu regardes ça, puis là, soudainement, le retour de Max Scherzer devient plus essentiel que jamais. On a vu sa performance, c'était hier, justement, là, qui a été vraiment solide au monticule, puis dans ce contexte-là, où est-ce que c'est tellement difficile d'aller chercher des partants qui sont capables de donner plusieurs manches, c'est de voir un gars comme Scherzer être revenu, c'est extrêmement important. Kevin Gausman est un autre sur qui on mise beaucoup en ce moment. Dylan Cease aussi, qui a une bonne entrée en scène. Fait que, on a quand même des gros morceaux qui permettent de tenir le fort, mais on n'a plus la grosse profondeur qu'on avait. Puis c'est un peu comme la même histoire que les Dodgers de chaque année. Tu regardes leur rotation, tu dis, wow, c'est la meilleure de l'histoire. Puis rendu au mois d'octobre, tu dis, bon, il va falloir que Joe Kelly lance 3 manches dans un match de série pour qu'on s'en sorte ce soir. Fait que t'as jamais assez de profondeur au monticule. Même si t'en as 12 par temps, à un moment donné, tu vas être à comme 4, puis tu vas te dire comment on va faire pour aller chez les retraits aujourd'hui. Puis les Blue Jays, c'en est un autre bon rappel. Là, Max, vas-y, c'est là. Non, j'allais juste dire, on peut-tu donner du crédit à Eric Lauer un moment donné, puis on peut-tu ne pas le tasser cette année du côté des Jays? On en a tellement besoin, puis là, on le voit en ces débuts de saison-là. Là. Ouais. Je peux pas croire qu'Eric Lauer va encore sortir de la rotation partante des Jays cette année. Puis c'était ça le plan, jusqu'à temps qu'il y ait une blessure supplémentaire et qu'on comprenne que, bon, on l'a compris peut-être un peu plus tard que la direction, mais que Savage n'allait pas commencer la saison à temps, ça a toujours été ça. On se disait, Eric Lauer, c'est le choix facile, il va être le swingman parce que c'est la décision que les Blue Jays vont prendre, parce qu'il n'y a pas le gros contrat, parce que c'est pas le plus gros espoir ou quoi que ce soit. Mais tu as raison, l'an passé, il a sauvé le club, puis cette année, c'est une année de contrat pour lui. Il va vouloir définitivement prouver sa valeur. Max, tu regardes la situation d'un Cody Ponce, c'est d'un point de vue humain, là, un gars que ça fait 5 ans qu'il s'est exilé au Japon puis en Asie pour aller jouer partout, finit par revenir, appelons ça par la grande porte, là, quand tu signes un contrat de 30 millions de dollars, à titre de lanceur avec un potentiel au-delà de ce qu'on attendait à ses débuts à Pittsburgh au début des années 2020. Et là, son premier match comme ça, 2 manches et 1 tiers, se blesse. Sa saison est compromise. Il est allé voir il va aller voir le docteur Neil Altrache, un docteur qu'on ne va pas voir quand ça va très bien là, dans le monde du baseball. C'est plate pour le gars. Outre la rotation des Blue Jays ici et ça, le gars avait réussi à revenir dans le baseball. Et pas juste un mois plus tard, à son premier départ, il se blesse. Ça doit être tough pour le moral. On dit tout le temps, le baseball, c'est romantique. Le gars, comme vous avez dit, le gars, il revient, son grand retour, premier match. Il y a un hype autour de ça, il y a un buzz. Tout le monde, on veut que ça marche, on veut que ça réussisse. Le gars, il est super motivé. Il arrive. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais le George Kittle était là en plus pour l'encourager et tout. Ouais. Amis, famille, présent. Bang, une blessure comme ça arrive. C'est triste. Et on a pu constater aussi, je pense que ça a affecté le reste de ses coéquipiers. Le reste du match, là, les Blue Jays... On sent, ils n'ont pas joué à la hauteur de leur talent. Et de voir ton coéquipier comme ça, là, avec toute l'histoire qu'il y a derrière lui, c'est sûr que ça les a affectés. Je pense que c'est d'une tristesse accablante. Pauvre gars, j'espère qu'il va juste revenir plus fort l'année prochaine, sincèrement. Oui, c'est triste. C'est triste comme histoire pour lui, évidemment. Là, tu l'as dit en plus, là, sa famille qui était là. Kittle, je pense que c'est son beau-frère, je me trompe-tu, quelque chose comme ça? Ouais. Je ne sais pas exactement, mais non, c'est ça, c'est plate là, comme histoire pour lui. Pascal, toujours sur le monticule, un gars comme Jeff Hoffman a été critiqué durant la majorité de la saison 2025. Les Blue Jays, c'est peut-être un des seuls objectifs qu'ils n'ont pas accompli durant la saison morte, c'est de le remplacer, pas nécessairement de le sacrer dehors de l'équipe, mais de dire tu vas lancer en 7e ou en 8e manche. C'est pas quelque chose qui est arrivé. Et là, dès le premier match de la saison, on voit qu'il est crédité d'un sabotage et d'une victoire, ce qui est toujours un signe d'un match qui a été intéressant en 9e manche. À quoi tu t'attends de Jeff Hoffman cette saison? Moi, je m'attendais à ce qu'il puisse rebondir parce qu'il l'a avoué lui-même là, après la défaite des Jays contre les Dodgers, qui avait été une des raisons pourquoi les Blue Jays avaient perdu. Puis quand tu dis ça, ça veut dire que tu te mets beaucoup de pression sur les épaules, puis tu vois que tu n'as pas livré la marchandise. Tu le dis, durant la saison morte, on n'a pas mis l'emphase nécessairement sur remplacer Jeff Hoffman pour le mettre dans une autre chaise. Par contre, moi, je me suis dit, il a encore la chance d'avoir ce rôle-là chez les Jays. C'est une équipe qui est aspirante. Donc, il commence l'année un peu avec la même pression qu'il avait terminé la dernière. Puis, malheureusement, son premier match, on a vu ce que ça a résulté. Mais n'empêche que il va toujours y avoir des doutes.
il va toujours y avoir des doutes dans la tête de Schneider. Il va toujours y avoir des doutes dans la tête de ses coéquipiers parce que, justement, il n'a pas... il finit pas ce qu'il devrait finir. Puis c'est son rôle. C'est son rôle. Puis, s'il ne le fait pas à répétition, ben, à un moment donné, il ne risque pas de perdre sa place à court terme parce qu'il n'y a personne nécessairement actuellement pour le remplacer. Mais le jour où il ne sera plus capable de faire le travail, ben, il va falloir prendre des décisions importantes. Là. Exact. Puis la date limite des transactions existe aussi. Donc, il faut qu'il fasse attention à son poste à ce niveau-là. Sébastien, en parlant de relève, ce n'est pas le seul lanceur qui ne fait pas exactement l'unanimité. Il y a un certain Brandon Little qui, encore une fois, aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui, puis David nous en a parlé, la défaite d'aujourd'hui signe encore une fois Little, encore et toujours le chouchou de Schneider. A connu un bon début de saison 2025 et c'est plus difficile depuis ce temps-là. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, est-ce que c'est de sa faute? Oui, dans le sens où c'est lui qui était sur le monticule, mais tu le places dans une position où mentalement, ça va moins bien pour lui. Et tu y arrives en 10e manche avec un coureur en position de marquer, il accorde un point. Donc, par la force des choses, parce que c'est lui, il reçoit plus de troubles. Mais est-ce qu'il a fait marquer ce point-là? Assurément. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de réalité dans l'enclos des Blue Jays où tu te dis, on était dans le trouble, c'est lui qui a été envoyé, puis il va encore finir par avoir du trouble. Moi, je pense que la solution à un certain point, Sébastien, envoie-le dans le 3A, t'en as d'autres gars en bas, permets-lui de retrouver sa confiance, d'essayer de retrouver le stuff qui l'a rendu, écoute, je ne veux pas dire élite en début d'année 2025, mais très, très, très efficace, parce que là, depuis ce temps-là, ça ne marche pas, puis à chaque erreur qu'il fait, comme aujourd'hui, ben, on lui tape sur la tête plus qu'un autre lanceur, parce que, justement, il y a ses antécédents des derniers mois. Oui, c'est sûr que la lumière est encore plus sur lui dans ces circonstances-là, mais aujourd'hui, c'est même pas un point mérité. Il arrive en 10e, il y a un coureur qui est pas attribuable à lui. Oui, il vient marquer, mais il faut dire que les Jays n'ont pas marqué en fin de 10e non plus. Non. Donc, entre guillemets, il a fait son travail. Quand on donne un point, c'est le coureur qui est au 2e qui vient marquer. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise performance. Les mauvaises performances, c'est celles des matchs précédents où ça a été une catastrophe. Ce gars-là n'a plus aucune confiance, puis ça date de l'an dernier. Donc, on voit que il ne s'est rien passé dans la bonne direction durant l'hiver. Donc, oui, il serait temps de prendre une décision dans son cas et de le retourner pour qu'il refasse sa confiance. S'il est encore temps qu'il reprenne cette confiance-là parce que ça semble très, très difficile dans son cas. L'hiver n'a pas fait le travail. Des fois, on prend quelques mois off, puis ça revient, on repart à zéro au camp d'entraînement, mais dans son cas, ça n'a vraiment pas été cette situation-là. Donc, il a besoin d'un nouveau départ, puis d'être loin des caméras, loin des médias, puis recommencer un petit peu à zéro. Félix, je veux qu'on parle d'une situation un peu hors du terrain pour les Blue Jays. John Schneider, quand il est revenu à son bureau à Toronto au mois de mars, depuis le début de l'hiver, il y a une lettre qui l'attendait, une lettre de Steve Kerr. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, du moins l'entraîneur des Golden State, des Warriors de Golden State, oui, dans la NBA, un champion en série. Il a gagné comme joueur avec Michael Jackson à Chicago. Il a gagné beaucoup comme entraîneur dans la NBA aussi. Je pense qu'il a fait le saut, Félix, puis un peu tout le monde a fait le saut de voir que Kerr, qui est un gars qui travaille en Californie, qui est un fan assumé des Dodgers, a envoyé une lettre au gérant des Blue Jays pour vanter son leadership après une défaite contre les Dodgers en Série mondiale. Il doit avoir vu quelque chose de gros pour avoir pris le temps d'y écrire. C'est un gros vote de confiance. Puis juste une petite correction, je sais que Michael Jackson était quand même cool dans ce année, mais c'est Michael Jordan. Je sais que c'était quand même les belles années, là, mais c'est quand même Michael Jordan, non pas Michael Jackson. Merci, Félix. Je reviens à cette lettre-là. Ah, ben écoute, je t'ai vu aller sur ton heure d'aller, je me suis dit, je vais profiter de faire la correction. Mais bref, écoute, je reviens à cette lettre-là. Oui, tu as raison. C'est quand même un gros vote de confiance. Steve Kerr, qui, avec les Warriors depuis plusieurs années, a gagné plusieurs titres et a surtout de l'expérience avec l'équipe nationale de basket aux États-Unis. Fait que, c'est quand même un gars extrêmement respecté dans le milieu du basket, mais aussi du sport nord-américain en général. Un gars extrêmement connu de toutes les sphères. Fait que de voir qu'il a pris le temps quand même de souligner les efforts de Schneider et tout ce qu'il a fait avec les Blue Jays l'an dernier, ça démontre que la reconnaissance et le crédit qu'on a donné à Schneider ici, c'est pas seulement au Canada ou à Toronto, c'est vraiment partout. Même aux États-Unis, un gars de la Californie qui a été capable de constater ça. Ça en dit long sur le travail que Schneider a été capable de faire. Puis il n'y a aucun gérant qui est parfait, évidemment.
c'est une business où est-ce que tu prends chaque décision vient avec sa part de risque et tout. Mais tu sais, Schneider a quand même fait dans l'ensemble un bon travail, amener cette équipe-là jusqu'au bout. Alors qu'il faut le rappeler, en début de saison, il y en avait très, 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 très peu qui voyaient les Jays se rendre jusque-là. Là, s'il y en avait, il était pas très, très bruyant. Il y avait plus de gens qui les voyaient peut-être sur la porte des séries, peut-être même en dehors des séries. Ouais. Fait que de voir ce que Schneider a réussi à faire avec ce groupe-là, oui, c'est pas parfait, mais toutes les équipes n'aiment pas leur gérant plusieurs fois par année. On en parlait, le baseball, c'est le fun, c'est pendant 6 mois, tu détestes ton équipe à tous les jours. Ben, c'est la même affaire avec ton gérant, tu le détestes. Sur les 6 mois, au moins 5 mois d'entre eux, tu le détestes. Fait que, tu sais, au moins, c'est de voir qu'il y a eu ce support-là d'une confrérie d'entraîneurs, même au-delà du baseball, je pense que c'est amplement mérité pour ce que Schneider a réussi à faire l'an dernier. Puis c'est vrai que il a dû faire le saut en arrivant sur la lettre qu'il attendait sur son bureau. Là, ça faisait un petit bout qu'elle était arrivée, cette lettre-là, d'après moi. Oui, je pense que oui, est arrivé pas longtemps après la Série mondiale. Il était déjà reparti vers la Floride. Donc, non, c'était intéressant. D'après moi, ça doit donner un petit boost de confiance. Max, si on se concentre sur l'attaque un peu des Blue Jays, écoute, il y a plusieurs gars qui peuvent se lever, on en parle souvent, des gars qui vont devoir se lever pour remplacer Bo Bichette, mais il y a quand même une réalité qui va demeurer, c'est ainsi va Vladdy, ainsi va aller l'attaque des Blue Jays. Les jours ou les moments, les périodes creuses que Vladdy aura, ça va paraître sur cette équipe-là. C'est quoi tes attentes pour Guerrero dans cette première année là, de son énorme contrat? Oui, d'entrée de jeu, dans nos prédictions qu'on a fait, moi, Vlad Junior, je l'ai placé comme MVP de la Ligue américaine. Donc, en ce sens, évidemment que mes attentes, elles sont très élevées. Oui. Donc, Bo Bichette est parti. Maintenant, Guerrero, il charrie le club sur ses épaules. Oui, certes, le baseball, c'est un jeu d'équipe. Mais par contre, Guerrero Junior, c'est le poster boy du club. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Donc, il se doit d'en donner. Petit bémol là, en lien avec Vlad Junior, là, des fois, je trouve qu'il est trop intense, mais en même temps, il a les défauts de ses qualités. Ouais. Il est comme ça, il est intense, il encourage ses coéquipiers, il est exubérant, il est expressif. Donc, oui, j'aime ça, mais jusqu'à un certain point. Des fois, je me dis, est-ce qu'il va se perdre là-dedans? Il va-tu être trop intense, trop se laisser emporter par les émotions? À suivre. On est encore en début d'année. Là. Il y a à peine 5 matchs de jouer. Donc, on va se calmer. Mais oui, évidemment, là, Charles-Alexis et tous mes amis, Guerrero, ça passe par lui. Il discutait des Blue Jays. Évidemment que ça va passer par lui. C'est le pilier à l'attaque de Toronto. Pascal, on a une question de David ici qui nous demande est-ce que la performance ou non-performance de Captain Kirk est inquiétante après 6 matchs? Évidemment, 6 matchs, là, c'est un petit échantillon. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, Pascal, aussi. C'est un receveur, puis en ce moment, je pense que les receveurs ils se concentrent beaucoup à s'adapter au nouveau système ABS. Moi, c'est le feeling que j'ai. De toute façon, 6 matchs, ça reste un petit échantillon, puis il y en a joué 4 là-dessus. Là. Mais je pense qu'il y a la tête au système ABS qu'il n'a pas pu pratiquer durant la Classique mondiale, d'ailleurs. Ben, absolument. Ben, tu dis ça, mais peut-être sauf chez Langeliers des athlétiques. Lui s'est concentré sur son bâton. Ouais. Mais, tu sais, Alejandro Kirk, dans les dernières années, nous a prouvé que c'était un des meilleurs receveurs pour placer la balle avec son gant, puis tromper justement la vigilance des arbitres. Puis oui, possiblement qu'il veut être encore plus performant à ce niveau-là pour mettre de son côté là, la nouvelle technologie. Mais n'empêche que 6 matchs dans une saison, là, c'est rien. Là. Fait que moi, je ne pèserais pas sur le bouton panique en ce qui le concerne. Puis, on parlait de Vladimir, là, Maxime vient d'en parler. C'est sûr qu'il doit se trouver bien seul actuellement, puis là, il a besoin de nouveaux amis. Puis, ce n'est pas des naturels que Kirk, Varsho, Barger deviennent membres du clan Vladimir, mais là, ils n'auront pas le choix parce que il va falloir que éventuellement, peut-être tous ces joueurs-là puissent en donner plus. Mais moi, je ne m'inquiéterais pas dans le cas d'Alejandro Kirk. Là. Il a prouvé au cours des dernières années, depuis qu'on a fait la transaction qui envoyait Gabriel Moreno en Arizona, qui était celui qui devait avoir le poste. Là. Sébastien, juste un petit commentaire avant de finir qui n'a pas nécessairement rapport avec les Blue Jays, mais je me souviens, dans les dernières semaines, on s'est fait dire le commentaire, alors qu'il y avait toi, moi et Pascal sur le podcast, est-ce que ça prend des lunettes pour parler de baseball? Ben, je confirme que la réponse est de plus en plus oui. Il n'y a pas d'exception qui confirme la règle.
Il n'y a pas d'exception qui confirme la règle. Je pense que si on enlevait nos lunettes, on ne serait même pas capable de vous parler. Non, on ne serait pas capable de vous voir en tout cas. Ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays. Sébastien, passons ailleurs dans le baseball majeur. Avant de parler du baseball majeur actuel, faisons un petit saut vers le baseball majeur du passé, parler un petit peu là, de Montréal. Max, je veux que tu nous glisses un mot sur... écoute, le dossier du retour des expos va toujours continuer de faire jaser. Il y a une figure proéminente là, présentement qui passe beaucoup de temps, entre autres sur les réseaux sociaux, à essayer de promouvoir ce projet-là. Peux-tu nous donner une petite mise à jour, nous dire comment ça évolue récemment? Oui, bien sûr. Donc, l'homme derrière le projet, c'est M. Ashkan de son prénom. Donc, son nom de famille est un peu compliqué. Là, c'est d'origine iranienne. En plus, ma conjointe est iranienne. Là, elle ne serait pas fière de moi. Mais pour les besoins de la cause, appelons-le M. Ashkan. Donc, oui, il est derrière le projet. Récemment, là, j'avais publié un article là-dessus, justement. Il mentionnait qu'il avait trouvé l'endroit pour le stade où il serait potentiellement construit. En lien avec le retour des expos. Monsieur Ashkan, hier, a publié encore par le biais de son compte X, comme quoi que le projet avance toujours. On est rendu au jour, hier c'était 122, de surcroît on est 123 aujourd'hui. Donc, que le projet avance toujours. Et il dit que maintenant, maintenant, il s'agit de correspondre les bons partenaires. Donc, aligner les investisseurs, et faire avancer là, les projets avec la Ville de Montréal, le zonage, les permis et tout. Donc, on est rendu à un front, c'est continuer les projets et au niveau de la diplomatie. Là. Donc, tel que je vous disais, trouver des partenaires, des investisseurs, des alliés au projet. Donc, M. Ashkan, comme il mentionnait là, sur son compte X, il travaille. C'est pas qu'il travaille pas, il travaille à tous les jours. Il ne publie pas à chaque jour pour mentionner l'évolution du dossier, mais même dans la coulisse, dans l'autre, il travaille fort à chaque jour sur le dossier, ça avance et il faut lui faire confiance. Après ça, est-ce qu'on parle d'un retour des expos? On va être assis à regarder un match de balle des expos à Montréal d'ici 2028, 2030. À suivre, les partisans des expos, moi le premier, on a été très souvent déçus par le passé. Il y a toujours des projets ici et là, le retour des expos. Mais bon, je garde je suis encore un peu sceptique. Mais M. Ashkan, à date, il fait les choses de la bonne façon. Il semble sincère dans son projet. Il est investi et c'est tout à son honneur. Je pense qu'il y a raison d'être sceptique aussi, Félix, parce que quand tu regardes historiquement, Montréal a été utilisé. Là. Montréal n'a pas juste été utilisé pour les agents libres au hockey. Là. Montréal peut être utilisé pour bien des trucs. C'est le projet de la garde partagée. C'est ça qu'il y avait à choper quand il fallait faire avancer les négociations pour un nouveau contrat de travail. On voit les prix qui montent, on regarde l'argent qu'il y a au Québec. Il y a des raisons d'être sceptique à la base, là, Félix. Oui, malheureusement, écoute, c'est toujours un peu la même histoire. La réalité fait en sorte que le marché canadien, tu parlais de la LNH, c'est intéressant parce qu'on commence à le voir avec le plafond salarial qui explose dans la LNH et les équipes canadiennes, je pense à Winnipeg par exemple, qui commencent à en arracher, puis ne veut pas Montréal avec une équipe de baseball, serait lui aussi une équipe de petit marché dans une MLB où est-ce qu'on voit la flambée des salaires depuis quelques années. C'est vrai que ce serait difficile pour une équipe à Montréal qui n'aurait pas les budgets, disons, des Dodgers ou des Yankees et tout. Fait que, évidemment, il y aurait quand même des enjeux à ce niveau-là. Là, la question, c'est est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des investisseurs sérieux et crédibles? Ça ajouterait beaucoup à la crédibilité du projet, ça. Si on était capable d'aller chercher beaucoup de financement, c'est sûr que ça aiderait. Puis, au moins, le projet semble avancer publiquement, du moins, c'est la version qu'on nous donne. Donc, il y a quand même matière à être relativement optimiste à ce niveau-là. Il y a un groupe crédible qui semble être là. Mais évidemment, un projet en est toujours un jusqu'à temps qu'il y ait une pelletée de terre puis qu'on commence vraiment à faire avancer le projet puis qu'on ait du concret. En ce moment, on est encore dans on n'a pas vraiment de concret en termes de l'approbation de la MLB. Il y en a par rapport à l'offre qu'on est en train de faire à la MLB, mais puis un aspect aussi qui m'amène, ça me fait penser à ça,
je parlais des budgets, la nouvelle convention collective pourrait être un élément important là-dedans. Tu sais, imaginons qu'on amène un plafond salarial et tout. Mais là, peut-être que ça devient plus réaliste de créer une équipe de petits marchés à Montréal qui, tu sais, j'essaie de voir, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, puis je pense que personne ne le sait en ce moment, c'est un peu la grande question des prochaines négos, mais peut-être que la nouvelle convention collective va être favorable, entre guillemets, à l'émergence d'une équipe à Montréal, mais ça reste qu'évidemment, il y a encore des raisons d'être sceptique. Jusqu'à temps qu'il y ait une annonce officielle, il va être trop tôt pour célébrer pour le moment. Pascal, toujours en parlant des expos, évidemment, là, dans les dernières semaines, on a appris malheureusement le décès de Roger Brulotte. Et là, dans les derniers jours, il y a Denis Coderre qui a sorti sur les réseaux sociaux et lui, il veut une station de métro, plus précisément celle au Stade olympique, au nom de Roger Brulotte. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ben, station de métro, je ne vois pas vraiment le lien avec Roger Brulotte. Même si c'était une station de métro qui était près du Stade olympique ou d'un éventuel stade, je ne le sais pas. Peut-être que là, on se rapprocherait d'une certaine logique, mais si on veut honorer la mémoire de Roger Brulotte, je pense qu'on doit le faire en lien avec une infrastructure sportive là, et non pas une station de métro tant qu'à moi. Puis, c'est une idée de Denis Coderre, je veux dire, il n'est pas à sa première idée. Puis lui aussi, il veut faire parler de lui là, dans les médias. Ça fait que c'est une façon aussi pour Denis Coderre de faire parler de lui, mais je pense que d'associer le nom de Roger Brulotte à une station de métro, c'est peut-être pas la meilleure idée, là, tant qu'à moi. Là. Max, de ton côté, est-ce que tu aimes l'idée de la station de métro? Est-ce que tu es plus du point de vue de Pascal que ça prendrait peut-être plus une infrastructure sportive comme un stade? Comment tu vois ça? Bien, contrairement à Pascal, moi, je trouve que c'est une bonne idée. On dirait que les stations de métro, c'est toujours nommé en lien avec des anciens personnages et tout. Je trouve qu'il y a quelqu'un que tout le monde a connu. Et on pourrait tous relier à Roger Brulotte. Quand on entend son nom, ça nous rappellerait des bons souvenirs. Et en plus, si une station proche du Stade olympique, ben, ça va juste nous rappeler encore plus les expos, puis les moments en famille qu'on a passés là-bas, les moments entre amis. Donc, non, moi, je considère que c'est un bel hommage de nommer une station de métro. Je trouve que c'est encore une petite coche de plus que par exemple, une rue ou un boulevard, quelque chose comme ça. Non, je respecte l'opinion de Pascal, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée quand même, une station de métro, c'est original. C'est sûr que proche du stade, ça aurait lieu d'être. J'ai hâte de voir, évidemment, là, peut-être qu'il y aura des développements là, dans les prochains mois, les prochaines années ou quoi que ce soit. Il faudra penser en temps et lieu, on ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs, évidemment, là, mais Jacques Doucet aussi, si le jour où il décédera, il faudra trouver une façon de l'honorer. Donc, on verra en temps et lieu qu'est-ce qui attendra dans ce dossier-là. Sébastien, on dirait que je t'oublie, là. Pas grave, c'est pas grave. Vous êtes tous intéressants, fait que moi, j'écoute. Ben écoute, on va t'écouter, là, parce que... Mais à part toi, là, tu sais, je parlais de tout le monde sauf toi, là. Ouais. C'est ça, c'est ça. Les invités, là. Oui, c'est ça, exactement. Les invités. Parle-moi donc de ce que tu penses des arbitres, parce que je sais que tu aimes ça chialer ces arbitres, puis on dirait, j'ai le goût de t'entendre chialer ces arbitres, j'ai le goût de t'entendre chialer là-dessus. Garde-toi, mon homme. Ben, première des choses, il faut dire que oui, c'est le nouveau système ABS met en lumière les arbitres les plus incompétents, mais ça montre aussi qu'il y a certains officiels du baseball majeur qui sont excellents. Ça, il faut le souligner aussi. Là. Ça joue au millimètre près, il y a des décisions qui sont tellement serrées. Puis dans la plupart des cas, le bon appel est fait. Souvent, c'est les mêmes noms qui reviennent, dont celui de C.B. Buckner. C'est là que j'ai un problème, quand c'est toujours les mêmes officiels qui sont impliqués dans des décisions controversées, qui se font challenger décision après décision, qui n'ont jamais raison ou presque. Il vient un temps où il va falloir passer à autre chose. Si nous sommes présents, puis tous ceux qui nous écoutent sont aussi incompétents à leur travail respectif, je suis désolé, mais on n'aura jamais autant de chance que les officiels du baseball majeur ont. Puis oui, c'est rapide, le nouveau système. Oui, ça va bien. Mais quand même, ça met en lumière qu'il y en a certains qui ne font pas le travail. Puis quand il y a 3 lancers de suite qui sont contestés sur un supposé retrait au bâton qui n'a jamais eu lieu, c'est pas bon pour le sport. C'est pas bon pour les spectateurs qui regardent. C'est pas bon pour les joueurs. T'sais, on disait que bon, ça va empêcher les équipes de chialer après les arbitres, mais dans un match des Yankees, les Yankees ont continuellement
challenger des décisions. Ça a fini qu'Aaron Boone, il a chialé après l'arbitre parce qu'il a dit « Fais le bon appel, on n'aura pas besoin de challenger. » Donc, oui, ça règle certaines choses, mais ça n'en règle pas d'autres. Donc, je suis sûr et certain qu'il y a des jeunes officiels qui pourraient monter au niveau des majeurs, puis on pourrait passer à d'autres choses pour ceux qui ne sont pas capables de faire le travail. Tu sais, Buckner, là, on regarde l'appel d'hier, là, quand il était l'arbitre au premier coussin, puis que le joueur met le pied sur le coussin en plein milieu, puis il ne le voit pas. Tu sais, c'est pas mal ta seule job. Si c'est un incident isolé, c'est une chose, sauf que quand ça se répète, comme tu dis, ben, le système ABS, là, c'était pas ABS cette fois-là, mais ça met un petit peu plus le spotlight là, sur ces arbitres-là. Mais j'aime le point que tu dis que les gérants trouvent une façon de chialer pareil. Puis Félix, c'est ça ultimement. Les gérants qui ont à chialer vont chialer. Regarde au Minnesota, on n'a pas contesté la machine en tant que telle sur une balle ou une prise. On a contesté non. Moi, je pense que le lanceur ne s'est pas tapé assez rapidement sur la tête parce que tu ne peux pas prendre le temps d'aller consulter ton cousin, puis le beau-frère, puis tout le monde dans les estrades. Faut que tu ne peux pas regarder au dugout pour voir si ton gérant. Non. Il faut que tu tapes directement sur la tête en une seconde. Il faut que ce soit toi, il faut que ce soit instinctivement que ça se décide. On a décidé du côté du Minnesota qu'on n'a pas aimé le délai. Donc, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, Félix. Là. Il va y avoir du chiolage. C'est tout le temps. Au baseball, c'est une affaire qui est sûre. Le baseball, c'est un sport de chialeux. Je pense qu'on le voit bien en ce début de saison dans la MLB. Tu parlais d'Aaron Boone, Sébastien. Évidemment qu'Aaron Boone allait trouver une manière de se faire jaser de lui puis trouver des moyens de chialer après les arbitres. Même avec un système comme ça, même quand la décision est à son avantage. Évidemment qu'il va trouver un moyen, mais tu parles de Derek Shelton. Je pense que c'est là, je pense qu'on est tous un peu encore dans la MLB en général, on est encore en adaptation par rapport à ça. Les débuts du cadran des lanceurs, il ne faut pas oublier que ça ressemblait un petit peu à ça aussi des fois. Là, on avait là, on se faisait appeler pour une prise, on n'était pas content, ça chialait un peu, il y avait des balles qui étaient données, on n'était pas content, ça chialait encore. Là, je pense que tout le monde est encore dans une phase d'adaptation, puis éventuellement, je pense que ça va finir par se placer. Mais c'est sûr que là, on dirait qu'à tous les soirs, tu entends une nouvelle histoire de ce gars-là n'était pas content, lui a fait 7 mauvais appels de suite, on les a toutes renversés, puis il est encore là. Puis, je pense que c'est une phase d'adaptation, puis je pense que dans un mois ou deux, on va voir vraiment. Le système est rapide, c'est ça l'avantage qu'on a, mais dans un mois ou deux, je pense qu'on va avoir moins d'accros, puis tout va rouler mieux. Et ça va toujours chialer, même si le système fonctionne bien, même si on va toujours trouver des moyens de chialer. Puis s'il y a un gérant qui a besoin de se faire sortir, qui a envie de se faire sortir, il va trouver le moyen de se faire sortir, même si la machine a une précision très très bonne, et même si la machine dit ce qu'il veut entendre, il va quand même trouver le moyen de chialer s'il a envie de chialer. Mais ça va aller mieux dans les prochains mois, mais pas pour CB Buckner. Là. Il était mauvais avant le système ABS. Il y a eu un sondage qui a été fait auprès de plusieurs intervenants du baseball majeur, puis c'est lui qui sortait à je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'était quasi unanime comme le pire officiel de la MLB. Donc, ça va être encore le cas dans plusieurs mois. Puis moi, c'est ça que je ne comprends pas, pourquoi on s'entête à garder un gars qui n'est pas capable de faire le travail. Apparemment qu'on veut même retirer les freins ABS sur son véhicule. On pourrait même aller jusque-là. Ben, tu vois, Sébastien, à ce sujet-là, il y a Max Scherzer, il y a 2 ans, il avait effectué un départ de réhabilitation dans les mineurs, puis à ce moment-là, ça existait dans les mineurs, ce système-là, puis ça a amené comme une espèce de débat sur la place de l'arbitre ou son rôle ou quoi que ce soit. Puis lui, il avait dit, la majorité des arbitres sont bons. Le problème, c'est ceux qui ne le sont pas. Pourquoi il n'y a pas une espèce de système où on note les meilleurs arbitres, puis tu n'es pas obligé de dévoiler ça publiquement, puis ceux qui sont en bas de la pile, ben, tu fais une espèce de système de relégation dans les mineurs pour en monter d'autres ou quoi que ce soit. C'est un débat qui va toujours faire chialer. Tout le monde dans le monde du sport a son opinion sur le sujet. Puis ben, le système ABS, comme je l'ai dit, ça fait juste mettre un petit peu plus en lumière ceux qui ont un peu plus de difficultés. Pascal, je veux qu'on glisse un mot sur Paul Skeens. Paul Skeens qui a mal paru là, la semaine passée à New York contre les Mets. Là, toutes les rumeurs l'envoient à New York. Sur cette grande scène-là, ça n'a pas fonctionné pour la journée d'ouverture. Il n'a pas fini la première manche. Ça a été son pire départ en carrière. Et là, aujourd'hui, il s'est dit, moi, je ne laisse pas ça entre les mains de O'Neal Cruz. Je ne laisse pas ça entre les mains du système ABS ou de n'importe qui. Il a réussi à lancer, écoute, pas le plus grand des départs de l'histoire, mais 5 manches lancées, un seul point mérité. Il a rebaissé sa moyenne à un niveau plus acceptable, c'est-à-dire autour de 9 au lieu de genre 65. Mais il a réussi à se relever. C'est ça qu'on voulait voir de Paul Skeens parce que, dis-moi si je me trompe, Pascal, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adversité chez les pros en ce sens où ça s'est toujours bien passé. Fait
de voir comment il se relève après une mauvaise performance, moi, c'est ça que j'avais hâte de voir. Parce qu'il a toujours bien lancé. On sait qu'il est capable de coller une bonne performance quand ça va bien après une autre bonne performance. Mais là, après une plus difficile comme ça, pas juste une plus difficile, une très difficile, d'être capable de se relever, j'ai trouvé ça bien. Bien, ça démontre qu'il est humain en partant. Là. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que plusieurs en doutaient. Mais en même temps, il ne faut pas mettre ça juste sur le dos de la classique mondiale non plus, de dire, bon, Logan Webb n'a pas bien paru, Ski n'a pas bien paru, Aaron Judge a eu 4 retraits au bâton à son premier match parce qu'ils avaient participé à la classique. Oui, il y a un effet classique là-dedans, puis on pourra en reparler, mais n'empêche que ce que le premier match ou le match d'ouverture des Pirates a démontré avec Paul Skenes sur la butte, c'est que les joueurs, quand c'est Skenes qui est là, ils n'approchent pas le match de la même façon. Possiblement qu'ils se disent, il va y avoir moins de balles qui vont être frappées vers nous. Quand les balles vont être frappées vers nous, ben, on réagira quand le moment sera venu. Parce qu'il est tellement dominant depuis le début de sa carrière, tu l'as dit, Charles, il domine outrageusement. Ben, je pense que ça a été ça. C'est arrivé dans ce match-là. Est-ce que ça va arriver encore cette année? Parce qu'il reste encore une trentaine de départs à Paul Skenes pour se faire valoir. Mais n'empêche que ce qu'on a vu, ça fait juste prouver qu'il est humain et il est capable d'avoir des contre-performances. Mais en même temps, il n'y a pas juste lui qui a eu de contre-performance cette journée-là. La plupart de ses collègues au bureau ont eu une mauvaise journée, dont O'Neill dans le champ extérieur. Ça fait que ça l'a mal fait paraître. Mais aujourd'hui, il a pu se reprendre. Puis là, on va le voir que de départ en départ, ben, il va redevenir le joueur dominant là, qu'il a toujours été. Là. Puis c'est ce que j'ajouterais aussi, moi, ce que ça m'a démontré, au-delà du fait que les alignements approchent ces départs-là différemment, ça a aussi démontré à quel point le pourcentage défensif, le fielding percentage, ça a vraiment ses limites. Parce qu'O'Neill Cruz, pour ses 2 horribles bourdes dans le champ centre, a eu 0 erreur. Ouais. Réalistement, un vrai joueur de champ centre fait probablement ces 2 attrapés-là. On parle même pas d'un mauvais départ pour Paul Skenes. Il fait probablement 5 ou 6 manches, accorde 2-3 points, puis on parle même pas de ça. C'est une non-histoire. Mais là, vu que le marqueur se sentait généreux cette journée-là, puis il a dit, bon, O'Neill, premier match de saison, on va en laisser passer 2-3. Il se sentait généreux, fait que ça a fait en sorte que la moyenne de Paul Skenes était épouvantable. Mais tu sais, n'importe qui a regardé cette première manche-là vous le dira. C'est O'Neill Cruz qui a accordé les points. Ils sont allés à la fiche de Paul Skenes, mais c'est O'Neill Cruz qui a été épouvantable dans le champ et c'est ça qui a fait gonfler la moyenne de points mérités de Paul Skenes de manière complètement déraisonnable. Je pense que c'était 67,5. C'est absolument ridicule de voir ça. Là. Évidemment que Paul Skenes n'est pas un lanceur de 67,5. Fait que c'est ça aussi. Il faut en prendre et en laisser. Puis des fois, le box score, là, les chiffres à la fin du match ne représentent pas exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Je suis d'accord, puis j'ai l'impression que si on lui avait demandé son avis, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Mais O'Neill Cruz, il aurait dit donne-moi les erreurs, là, enlève ça, les points mérités de la fiche de mon lanceur. Là. Quasiment au même titre que Juraj Slafkovský ne voulait pas le but qui a été à la base crédité à Cole Caulfield, puis ça y a dévié dessus. Les gars jouent en équipe, puis je pense qu'O'Neill Cruz, il se sentait quand même assez mal à ce moment-là. Max, je veux qu'on glisse un petit mot sur Bo Bichette chez les Mets de New York. On se demandait est-ce que son adaptation va bien se passer au début et finalement, l'histoire nous apprendra que ça a pris 3 matchs pour voir Bo Bichette se faire ruer dans son propre parc. Pas quelque chose qui serait arrivé à Toronto, pas quelque chose qui serait arrivé dans la majorité des stades de baseball. Mais New York, c'est une bébite différente. Rappelons-nous de Aaron Judge, son année de MVP, quand il allait devenir agent libre. Il avait connu une saison de MVP et il s'est fait huer en série après 2 mauvais matchs par ses partisans qui savaient qu'il allait être joueur autonome quelques semaines plus tard. Là, Bo Bichette vient d'arriver, il signe un contrat monstre pour arriver à New York. 3 matchs plus tard, se fait huer. La grosse pomme, Max, là, des fois, ça ne pardonne pas. C'est rough pour le gars. Hein? Il arrive. En même temps, j'ai eu une pensée pour lui. J'en parlais avec mes amis. Je suis comme sérieux, les gens, ils pensent à quoi? Là? Nouvelle équipe, nouvelle position, nouvelle ville, nouveau pays même. On s'entend, là. Et 3 matchs, il faut qu'il s'adapte à tout ça. Les gens l'ont eu. C'est vrai que j'ai comme pas compris la réaction des partisans new-yorkais. Mais ça, moi, j'aurais vu l'effet contraire. J'aurais voulu l'encourager, l'applaudir. Un peu comme Trent Turner, ce qui est arrivé à Philadelphie. C'est exactement là que je m'en allais, exact. C'est ça, à un moment donné, les partisans à Philadelphie, il y a même eu un documentaire Netflix là-dessus. Ouais. C'est excellent, c'est pas très long, vous le regarderez.
Et ils sont mis à l'encourager, dire hey, on est avec toi, on t'encourage, on veut tes succès. Donc, à suivre là, pour les partisans à New York. Comme tu mentionnais, Charaxi, New York, c'est une ville à part. Donc, mais je ne sais pas comment Beau Bichette se sent là, dans l'intimité devant la caméra. C'est sûr qu'il va sortir un peu la cassette, si je peux me permettre ainsi. Mais quand il arrive le soir, là, qu'il en parle avec sa femme, la tête sur l'oreiller, je ne sais pas quand il ne doit pas se sentir bien. J'ai-tu fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû rester à Toronto? J'aurais-tu dû accepter l'offre des Phillies? Je ne sais pas. Bref, les choses vont s'arranger pour lui. Là. C'est un très bon joueur dans la MLB. Mais à court terme, c'est sûr que ce n'est pas le départ espéré. Là. Mais en même temps, quand on regarde la situation, peut-être que les partisans des Mets en huant Beau Bichette euent indirectement le propriétaire de l'équipe qui improvise année après année à essayer de rendre son club meilleur, mais en même temps, c'est peut-être pas la bonne recette. Ben, peut-être qu'indirectement, les partisans des Mets commencent à en avoir plein leur casque. Là. Mais c'est pas à Beau Bichette à payer pour ça en passant. Là. Je suis d'accord. Ça aurait pu attendre un peu. Ceci étant dit, Sébastien Beau Bichette il a pris une page du livre de Giancarlo Stanton qui s'appelle « Comment gérer les médias new-yorkais de façon admirable ». Il a bien répondu là, en disant « Je ne comprends pas pourquoi ça leur a pris aussi longtemps que ça. Moi aussi, je trouve que mes apparitions sont plus mauvaises qu'avant. Nanana. » Il a sorti le violon. Je ne sais pas s'il pense ou pas, mais c'était la chose à dire là, dans le sens où désamorce la bombe. Tu n'as pas le poids des années de New York. Là, tu ne peux pas commencer à te mettre les partisans à dos quand tu n'es même pas rendu au mois d'avril. Au moins, il a réagi de la bonne façon à ce niveau-là. Tant mieux pour lui. Oui, exactement. S'il prenait l'autre côté, il agissait d'une autre façon, son temps à New York aurait pratiquement été déjà terminé parce que tu veux pas te retrouver de l'autre côté de la clôture à avoir à chaque match les partisans contre toi. Puis d'un autre côté, en réagissant de cette façon-là, ça cloue le bec à ces fans-là parce que tu ne peux pas rien faire après ça. Le gars, il l'avoue, il sait lui-même que ça ne va pas bien. Puis pour la plupart des joueurs, là, ils le savent, ils n'ont pas besoin de recevoir de huée. Oui, ça va venir quand même, surtout à New York, mais les gars savent ce qu'ils ont à faire pour se sortir du trouble. Puis dans le cas de Bichette, il n'y a aucune inquiétude à avoir du côté offensif de la balle. Là. Ça, les coups sûrs vont venir, il va se mettre à produire offensivement. Par contre, j'ai encore des doutes du côté défensif. Là. Il n'est pas à une position où il n'était même pas à l'aise à l'arrêt-court. Il ne sera pas plus au troisième coussin. Là. Ça va être très difficile. Puis moi, je pense que c'est plus ça. L'impact de son jeu défensif, je pense qu'il va l'amener au bâton à certains moments dans la saison. Puis ça va lui faire plus mal que les huées des partisans. On s'entend que la solution, c'était de l'installer au deuxième coussin, mais ils ont été chercher Marcus Semien contre Brandon Nimmo. Une transaction, messieurs, je le répète, j'ai toujours aucune idée qui a gagné cette transaction-là. Je pense que je me fais jamais une tête là-dessus. Ben, dans l'optique qu'on est allé chercher Beau Bichette, je pense qu'on n'a pas l'avantage du côté des Mets. Oui, fair. Je comprends où tu vas avec ça. Messieurs, on a quelques petites questions qui sont en attente, donc allons à la période de questions. Je tiens juste à dire qu'en lien avec le segment des Mets qu'on vient de faire, Louis nous fait dire que les partisans des Mets sont stupides. Donc, ça a été dit. Félix, on a une question ici, si je peux la retrouver. Voilà. Louis qui nous demande « Aaron Judge, vas-tu gagner la Série mondiale cette année? » Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je veux dire, on connaît l'histoire des Yankees, c'est un peu tout le temps la même chanson année après année. Tu regardes le 1er juin, c'est quelque chose comme genre meilleure fiche de l'histoire pour une équipe au 1er juin. Tu regardes le 30 juin, on est 3e de la division. C'est habituellement une saison des Yankees tourne pas mal un peu toujours dans ces eaux-là, fait qu'on va voir. Mais écoute, jusqu'à maintenant, ce qui est rassurant quand même pour les Yankees, c'est qu'ils ont une fiche de 5-1 en ce moment. On gagne des matchs, même si l'attaque est encore au ralenti, on gagne des matchs parce qu'on n'accorde tout simplement pas de points. Ça n'a aucun sens comment le personnel de lanceur fait du gros travail. Et je tiens à rappeler que Garrett Cole et Carlos Rodon sont toujours sur la touche en ce moment. Donc, possiblement 2 de nos meilleurs partants. Max Fried est là, mais tu sais, c'est quand même des gars extrêmement hauts dans ta rotation. Max Fried et Cam Schlittler qui n'ont toujours pas accordé un seul point en 2 départs jusqu'à maintenant. Ces 2 gars-là font du travail exceptionnel au niveau de la rotation. Will Warren aussi, qui a un bon premier départ. Puis, il y a de la profondeur en ce moment. C'est intéressant. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui est particulièrement inquiet pour l'attaque des Yankees. C'était la meilleure attaque de la Ligue l'an passé. Puis,
C'est assez simple, est revenu littéralement tel quel cette année. Est-ce qu'il y a peut-être des gars qui pourraient régresser? On pense à Trent Grisham. Oui, c'est possible, mais les Yankees sont équipés pour veiller tard, surtout si le personnel de lanceur continue comme ça. La question, c'est est-ce qu'ils vont gagner dans un monde où est-ce que les Dodgers ont Teoscar Hernandez qui frappe 7e? C'est une question qui est légitime, mais ça reste que les Yankees sont encore, objectivement, une des meilleures équipes du baseball majeur. Est-ce qu'on va être capable de le faire en octobre? C'est ça la grande question, comme à chaque année avec les Yankees depuis maintenant plus de 15 ans avec ce groupe-là. Sébastien, on n'est pas tout seul à ne pas croire aux Mets. Louis qui nous dit ici, les lanceurs des Mets laissent à désirer. Exactement. Exactement. C'est la grande lacune. On le savait, on l'a adressé à moitié. Oui, on a ajouté quelques pièces, dont Freddie Peralta, mais c'est pas suffisant. Puis c'est pas avec ce genre de rotation-là que tu vas aller loin en saison et surtout en série. Puis tu ajoutes à ça au fait qu'on manque de profondeur sur la butte, que défensivement, ça va être très, très compliqué. Donc, si tes lanceurs ne font pas le travail, tu espères que tu as une excellente défensive derrière toi qui va compenser, qui ne donnera pratiquement rien. Mais là, ce n'est pas le cas. Non seulement on a des lanceurs qui laissent à désirer, mais on a une défensive aussi qui fait pitié. Donc, je ne vois pas un monde où les Mets peuvent connaître du succès à long terme. Il va y avoir un mois d'avril incroyable parce que c'est les Mets, puis rendu au mois de mai, ben, ça va faire capote parce que c'est les Mets. On n'a pas parlé du vestiaire, là. On n'a pas parlé du vestiaire. Max, on a une question ici. Est-ce que Dave Dombrowski va échanger Bryce Harper à la fin de la saison? Évidemment, on se rappelle de ses commentaires, on se questionne s'il fait partie de l'élite ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un catch-22 dans le sens où s'il y a une bonne saison, il ne voudra pas l'échanger. Puis s'il y a une mauvaise saison, ben, son contrat va le rendre inéchangeable. Il y a le dernier mot, j'imagine, qu'il y a une clause de non-échange. Bryce Harper, il ne s'est pas négocié d'option de sortie. Il doit s'être négocié une clause de non-échange. Il n'a pas l'air de vouloir partir de Philadelphie. Moi, j'ai l'impression que ça va être dur à faire, mais ça y passe tout par la tête, Dombrowski? Je suis tellement content que tu me poses la question, Charles-Alexis. Bryce Harper, dans la vie, c'est mon boy. Là. Je l'aime. Je pense que tu le sais, c'est mon joueur préféré, je pense, après Bobby Witt puis lui, c'est pour moi sur un pied d'égalité. C'est sûr que je suis biaisé ici, mais moi, je crois en Bryce Harper, évidemment. On parlait du marché de New York, hein, mais Philadelphie aussi, là. On le sait, on connaît la ribambelle, ils ont eu le Père Noël jadis, là. Donc, c'est exactement ce que mon père a mentionné tantôt. Monsieur Brisebois et moi, on est faits pour s'entendre. Ouais. Mais oui, exact. Pour revenir à Bryce Harper, là, moi, je crois en lui. Je suis sûr qu'il va redevenir. Il a le talent pour devenir un joueur élite. Par-dessus tout, Bryce Harper, c'est un gars qui aime le baseball. Il aime le sport. Il aime être sur le terrain à tous les jours. Il veut gagner. Il a soif de victoire. Donc, évidemment, je crois en lui. Puis s'il y a un joueur dans toute la MLB qui est capable de revenir un joueur élite et de jouer à la hauteur de son talent, ben c'est Bryce Harper. Moi, je suis derrière lui là, à 100%. Puis moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que dans les. Juste rapidement, on a vu cette semaine, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, Kyle Schwarber a recommencé à s'entraîner au premier but. Je me demande si Bryce Harper, là, on parle de lui comme un premier but depuis quelques années, depuis qu'il a subi son opération Tommy John. Si Kyle Schwarber s'entraîne au premier, est-ce que le plan, c'est d'envoyer Bryce Harper au champ extérieur éventuellement? Est-ce que Bryce Harper est encore capable de jouer au champ extérieur? Peut-être que ça, non seulement, ça pourrait aider les Phillies, mais de deux, peut-être que ça pourrait augmenter sa valeur si jamais Dave Dombrowski décide de l'échanger au terme de la saison. J'ai hâte de voir, mais c'est une année déterminante chez les Phillies. Non seulement parce que le noyau est vieux, mais il y a des grosses décisions qui pourraient se prendre à la fin de la saison. Je pense qu'ils vont mourir avec. Honnêtement, je pense qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat. L'échanger, ça va être difficile. Je pense que Bryce Harper, lui, il a signé dans l'optique toutes les années de son contrat à Philadelphie. Il a dit que c'était pour les jouer. Je pense qu'il ne veut pas aller ailleurs. Et je pense que si j'avais un guess à prendre, ce serait qu'il va finir son contrat à Philadelphie. C'est le sentiment que j'ai aussi. Peut-être qu'on dira quelque chose de différent dans 5-6 ans, mais pour l'instant, je ne vois pas Bryce Harper lever les feux. Pascal, question ici sur Shohei Ohtani. Est-ce qu'il va être le MVP en 2026 ou le Cy Young? Parce que c'est intéressant, il a quand même fini 4e au Cy Young en 2022. C'est pas juste un gars qui lance, c'est un excellent lanceur. Moi, je pense que c'est le nombre de manches lancées qui va faire défaut. Parce que je pense qu'il peut avoir des stats de Cy Young en termes
de retrait au bâton, en termes de moyenne de points mérités, en termes de tout ce que tu voudras, de retrait au bâton par 9 manches, peu importe. Mais je pense que c'est le manche lancé qui va faire défaut ici. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Puis, par rapport au MVP en 2026, moi, je pense que autant pour Shohei Ohtani dans la nationale que pour Aaron Judge dans l'américaine, ils ont des titres de MVP à perdre. Puis, tu sais, il y a d'autres joueurs. Max, tu parlais de Vlad Guerrero Jr. Bobby Witt en est un aussi qui ont le potentiel MVP. Mais tant que Ohtani va performer comme il performe, tant que Judge va performer de la façon dont il performe, ça va être dur de les détrôner de ces titres-là. Moi, j'ai plus de doutes par rapport au Cy Young parce qu'il y a tellement, mais tellement de bons lanceurs, autant dans la nationale que dans l'américaine. Ouais. Puis, tu sais, lui, il fait les deux, là. Fait que c'est difficile vraiment de se concentrer uniquement sur une facette plutôt qu'une autre. Puis, tu sais, c'est comme si Paul Skeens frappait. Ben là, on dirait, Paul Skeens, est-ce qu'il est aussi bon frappeur que lanceur? Là, la question ne se pose pas. C'est un lanceur qui est dominant. Je ne dis pas qu'Ohtani n'est pas dominant sur la butte, mais de là à gagner un Cy Young, j'ai des gros doutes. Puis rappelle-toi, Paul Skeens, on lui avait offert l'opportunité quand les Pirates l'ont repêché de dire est-ce que tu veux être un joueur two-way comme Shohei Ohtani? Est-ce que tu veux continuer de frapper? Puis il a dit non, je veux me concentrer seulement sur lancer parce que c'est une job à temps plein lancer. Donc ça remet encore en perspective à quel point c'est spécial de ce que Shohei Ohtani réalise. C'est une bibite à part. Puis Paul Skeens, d'après moi, serait bon pour jouer dans la NFL aussi. Ça démontre un peu la qualité de son talent. Là. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un coach en ligne. Non, c'est plus lui, mais à Pittsburgh là, qui aimerait ça compter sur ses services. Oui. J'ai une question pour Félix, qui a écrit dans les derniers jours un texte sur le gérant des Giants, Tony Vitello. C'est un personnage qui fait jaser. Il est arrivé avec toute son énergie en provenance de la NCAA. Il n'avait jamais mis les pieds dans un vestiaire pro. Il n'a jamais joué pro. Il n'a jamais coaché pro. On lui donne les clés des Giants après un gars comme Bob Melvin qui a été là dans les dernières années. Jean-Michel demande, il semble un peu inquiétant avec le fait que dans le baseball majeur, avec le cadran, c'est beaucoup plus énergétiquement demandant en dehors des frappeurs et coureurs en fin de match. Il a utilisé les 9 mêmes joueurs dans chacun des matchs. Pour moi, ça ne peut pas tenir la route. Qu'est-ce que tu penses là, en général, Tony Vitello, là, son début de carrière là, qui est rocky un peu? Tout ça, c'est des points intéressants, mais je pense que le point en ce moment avec Vitello qui commence à être intéressant, c'est après, si je ne m'abuse, c'est après le deuxième match de la saison. On l'a entendu dire aux médias, je pense que les gars sont émotifs en ce moment. Je pense que je les ai trop craqués avec un speech, puis là, je pense qu'ils réfléchissent trop quand ils sont au bâton. Puis, de voir pas juste Robbie Ray, mais un autre joueur, le nom m'échappe, mais ils sont deux qui sont sortis publiquement pour dire oui, mais on est quand même des pros, là, on est capable de gérer les hauts et les bas, puis c'est à se demander. Ça reste un entraîneur qui vient du collégial, puis c'est pas coutume au baseball de voir ça, contrairement à, disons, la NFL ou dans d'autres sports, c'est un petit peu plus coutume de voir ça, mais c'est de se demander, est-ce que ce gars-là a vraiment le respect de son vestiaire en ce moment? Le début de saison difficile n'a clairement pas aidé, puis là, c'est sûr que la victoire pardonne bien des choses. Si les Giants commencent à gagner des matchs, toutes ces discussions-là vont soudainement aller sur le tapis, puis on n'en parlera même plus. Mais là, en ce moment, le club perd trop souvent. Le nouveau gérant est un gars qui n'est pas un gars de la clique, là, un gars habituel. Fait que c'est sûr que c'est un nom qui fait jaser en ce moment. Je suis curieux de voir. C'est vraiment une équipe que je surveille beaucoup, les Giants, cette année, parce que on a des bonnes choses. On est quand même une bonne équipe sur papier dans une grosse division, certes, mais Vitello est une embauche un peu en dehors de la boîte. Buster Posey est un exécutif qui pense en dehors de la boîte. J'ai hâte de voir comment cette saison-là, les Giants vont évoluer parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas un franc succès. Puis on a des résultats. C'est vraiment juste les performances sur le terrain. Les gars ont l'air pas complètement concentrés sur la tâche en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, il y a des raisons d'être inquiet au niveau de Vitello, mais il est encore tôt. Donnez-y encore 1 mois, peut-être 2 mois, puis on réévaluera rendu là. Là, il est encore un petit peu tôt dans la saison pour vraiment être inquiet, même s'il y a quand même peut-être des petits drapeaux rouges qui commencent à se hisser à ce niveau. Ça va y prendre en tout cas le leadership du reste de son équipe, là, messieurs. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais dans les dernières minutes, dernières heures, là, il y avait un match des Giants et puis Matt Chapman a effectué un relais qui n'était pas super, mais en tout cas, son joueur de premier but qui était Casey Schmidt ne l'a pas attrapé. Casey Schmidt, on va se le dire, pas exactement la même assurance de rester dans le baseball majeur que Chapman avec son gros contrat. Puis quand il y a eu une rencontre au monticule avec l'avant-champ, ben, il l'a regardé et il a dit « Hey, attrape la maudite balle, attrape-la. » Je pense que la tension commence à monter du côté de San Francisco.
Chapman, il a un historique là, de call-out de ses coéquipiers. Donc, ça va prendre un meilleur leadership là, du côté de San Francisco. Et visiblement, c'est le gérant qui va devoir en assumer une grosse partie. Sébastien, il y a une vague de signatures de jeunes joueurs dans le baseball majeur, des joueurs qui n'ont pas joué dans le baseball majeur. Le prochain qui devrait être en liste selon les rumeurs du moment, c'est Connor Griffin. J'aime beaucoup la question de Louis ici. Est-ce qu'il va le signer son contrat avec les Pirates? Ben oui, il va le signer. Là, c'est de savoir quand, mais de ce qu'on entend entre les branches, ça va être plus tôt que tard. Puis c'est une excellente décision des Pirates si ça se concrétise. Là. C'est un des joyaux, c'est un des futurs visages du baseball majeur. Puis là, il n'a pas connu un excellent camp d'entraînement. Ça a fait qu'il n'a pas commencé dans le baseball majeur, mais là, il est en train de tout casser dans les ligues mineures. Il est trop fort pour les mineurs. Il faut qu'il s'amène dans le baseball majeur. C'est un gars qui appartient à la MLB. Donc, il faut qu'on le sécurise du côté des Pirates. On le sait, là, les Pirates, ce n'est pas les plus grands dépensiers. On est capable de détruire un club en 2 temps, 3 mouvements. Mais là, de sécuriser ce genre de joueurs-là, c'est ce qui est important à Pittsburgh. Je regarde, Max, le classement dans la centrale de l'américaine. Présentement, les Royals de Kansas City avec une fiche de 2-2 sont à égalité, ils jouent pour 500, tout comme les Guardians qui, eux, ont une fiche de 3-3. Je sais que l'échantillon est immensément petit, mais qu'est-ce que tu penses du début de saison des Royals? C'est quoi tes attentes là, par rapport à cette saison-là à Kansas City? Là, en ce moment, ce qui fait jaser du côté du Missouri, c'est le poste de closer. Parce que dans le deuxième match de la saison contre les Braves, les Royals menaient 2-0. Et en 9e manche, Carlos Estevez s'amène. Et les Royals ont perdu le match 6-2 en fin de 9e. Donc, quand tu perds 6-2, ça veut dire que les 4 derniers points, c'était un grand chelem. Donc, Carlos Estevez, ses performances, ça a commencé un peu l'année dernière. Il y avait moins de lustre. Et ça s'est poursuivi au camp d'entraînement. Et là, en début de saison, il a saboté une victoire pour les siens. C'est inquiétant. Il s'est blessé. Il a mangé une balle sur le pied gauche, la cheville gauche, quelque chose comme ça. Il marche dans une botte. Il va être absent un petit bout. Et là, on se demande du côté de Kansas City, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher un closer? Est-ce qu'on monte Urseg pour le spécialiste de la 9e manche? Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qui se trame autour de l'équipe en ce moment. Sinon, moi, j'ai foi aux Royals. Ils sont menés par Bobby Witt Jr., qui est un des top 3 des meilleurs joueurs du baseball. Comme je vous disais antérieurement, si Vlad Jr. charrie sur son club, les Blue Jays sur ses épaules, Witt Jr. en fait autant. Donc, c'est un excellent leader. Il est adoré de ses coéquipiers. Je pense fortement que les Royals vont finir au premier rang de la division. Les Guardians, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont toujours un joueur qui arrive, sorti de nulle part, qu'on n'entend pas parler. Là, cette année, on dirait que ça va être Dale Lauter. Il est époustouflant. Il est dans ses débuts au baseball et tout le monde apprend son nom maintenant. Il y a des performances incroyables. Les Guardians, comme je te dis, ils me font toujours peur, mais je crois vraiment que les Royals vont être capables de finir premier au-devant des Tigers qui, avant de commencer la saison, étaient parmi les favoris, selon plusieurs experts. Pascal, si on va faire un tour du côté de Saint-Louis, là, cette année, l'attention va vraiment être placée autour là, de J.J. Wetherall en particulier. Là, c'est un gros espoir qui a gradué, qui a fait ses débuts dans le baseball majeur. Là, je regarde le classement. Les Cards qui sont 4-2 au deuxième rang de cette division-là, on ne s'attend pas à ce que ça demeure de cette façon-là. On ne s'attend pas à ce que ce soit un rythme qui soit soutenable pour les Cards de Saint-Louis cette saison, là, qui amorce une nouvelle ère, là, plus de reconstruction dans leur cas. Mais si Wetherall continue d'être le joueur qu'on projette qu'il peut être, au moins ça va rendre le tout intéressant à suivre cette saison. Toujours au Missouri, pour ne pas quitter l'État. Effectivement, on ne s'attend pas à ce que les Cards terminent très, très haut. Malgré que j'ai vu sur le net cet après-midi que l'intelligence artificielle les plaçait quand même deuxième dans la division, comme ils plaçaient les Twins deuxième dans la centrale de l'américaine, mais c'est l'intelligence artificielle. Pour en revenir à Wetherall, moi, je pense qu'on a fait le ménage à Saint-Louis. On a échangé beaucoup de gros noms. On va bâtir autour de lui, clairement. Puis le fait de le faire graduer aussi rapidement dans sa carrière, je pense que ça prouve
si Griffin avait fait un bon camp d'entraînement, il aurait débuté la saison à Pittsburgh. Ben, c'est la même chose qui se passe à Saint-Louis actuellement avec Waterroad. C'est le même genre de joueur, peut-être moins dominant à Waterroad que Griffin va pouvoir l'être, mais c'est quand même intéressant de voir ça parce que on va bâtir autour de quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'au niveau du monticule, c'est plus difficile. Sur qui on va pouvoir compter. On est quand même allé chercher là, des bons bras à l'entre-saison, là, des bons jeunes lanceurs qui vont pouvoir graduer éventuellement, mais il n'y a pas de bijoux nécessairement à travers ça. Donc, ça va peut-être être plus difficile de bâtir au monticule. Au niveau de l'attaque, on devrait quand même pouvoir tirer notre épingle du jeu au cours des prochaines saisons, mais on est en année de transition. Puis ça devrait être quand même assez difficile, mais heureusement, on va avoir quelques joueurs à suivre, dont J.J. Waterholt. Sébastien, on a une question ici de Louis qui nous demande est-ce que Gausman et Cease à Toronto peuvent gagner le Cy Young cette année? Est-ce qu'ils peuvent? Certainement. Est-ce qu'ils vont le gagner? Je ne gagerai pas là-dessus, là, mais ils font le travail. Déjà, en début de saison, on voit ce qu'ils sont capables de faire. C'est des machines à retrait sur 3 prises. Donc, souvent, ça fait partie des critères quand vient le temps de voter pour le trophée Cy Young. Par contre, il y a un certain Tyrese Skubal qui est dans la Ligue américaine. Il y a certains lanceurs à Seattle aussi qui sont dans la Ligue américaine. Donc, ils ne sont pas seuls au monde dans cette course au trophée Cy Young. Mais du côté des Jays, si on exclut là, la portion de trophée Cy Young, on va avoir besoin de ces 2 lanceurs-là à leur plein potentiel, surtout avec les pertes qu'on connaît en ce moment. Puis même si on avait toute notre rotation en santé, c'est par les performances de ces 2 gars-là que les succès des Jays vont passer. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de te dire que les Blue Jays ne veulent pas que ces gars-là gagnent le Cy Young, mais ils n'ont pas besoin qu'ils gagnent le Cy Young. Ils ont besoin qu'ils soient bons. Tu sais, si les gars finissent 7e, puis 9e, ou 11e, 12e, peu importe, dans la course au Cy Young, puis qu'ils ont une très bonne saison, puis qu'ils lancent pas loin de 200 manches, puis qu'ils vont gagner leur part de match, c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, s'ils gagnent le Cy Young, tant mieux. Mais l'objectif, c'est qu'ils livrent la marchandise, qu'ils soient prêts pour les séries, qu'ils aident le club à se qualifier, puis qu'ils soient capables de faire la différence au mois d'octobre. Félix, on a Louis ici qui nous dit Skubal va demander un contrat de 500 millions de dollars pour 12 ans. Il l'a affirmé, mais je le tourne en question. Es-tu d'accord avec son affirmation? Je pense que ça va être un gros montant. 500 millions, écoute, on sait que les lanceurs, on n'est pas encore rendu au niveau des frappeurs. On a vu des Soto, des Vlad. Bon, Shohei est un cas particulier. On ne s'entendra pas au contrat de Shohei. Le contrat de Shohei compte pas. Il est trop compliqué à analyser. Shohei compte pas. Shohei compte pas. Shohei compte pas. Laisse faire Shohei. Mais écoute, ce qui va être intéressant du Skubal, puis ce qui va le placer dans une position extrêmement intéressante pour être très gourmand, c'est quand tu regardes la QV de joueurs autonomes qui s'en vient, c'est pas exactement très, 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 très glorieux après Skubal. Tu sais, les meilleurs joueurs de position qui vont être disponibles, ça va ressembler à Dalton Varsho puis Josh Chisholm, qui, en tout respect pour ces gars-là, ne sont pas Tariq Skubal. Oui, mais Josh Chisholm, c'est le meilleur joueur de la Ligue selon Josh Chisholm. Oui, mais écoute, Josh Chisholm peut bien croire ce qu'il veut. Moi, si je suis une équipe, en tant que fan des Yankees, si j'ai un gars à payer, ce n'est pas Josh Chisholm, c'est Tariq Skubal. Fait que, tu sais, les gros marchés, les équipes qui ont bien de l'argent à dépenser, c'est vers Skubal, puis il va y avoir une guerre d'enchères vraiment pour lui. On voit bien que les Blue Jays, c'était jamais trop de partants. Fait que même si c'est une rotation de All-Star, va chercher Skubal, prends pas de chance. Fait que, tu sais, ça va être le gros nom, puis 500 millions sur 12 ans, c'est le genre d'offre que je peux voir une équipe lui faire au bout de la ligne. Tu sais, c'est un immense montant. Puis pour un lanceur, le plus haut salaire, si je ne m'abuse, c'est même pas 40 millions, c'est 37,5, je crois, pour un lanceur. Moi, sur un contrat à longue haleine, là, parce que tu as des drôles de contrats de Scherzer et de Verlander aussi, qu'on était plus dans le 40. Fait que, ça va être un cas particulier. Puis ce qui est sûr et certain, c'est que Skubal va réinitialiser le marché pour les lanceurs. J'ai hâte de voir à quel point il va le faire. Tu sais, quand Shohei a signé son fameux contrat, jamais personne n'aurait cru 700 millions sur 10 ans, même avec la structure. Mais tu sais, Skubal, est-ce qu'il va avoir de l'argent différé? Est-ce qu'on va être capable est-ce qu'il va vouloir un contrat plus court à très gros montant, comme on a pu le voir? Tu sais, si une équipe lui offre 60 millions par année sur 4 ans, comme à Kyle Tucker, est-ce qu'il va le prendre? Je suis très curieux de voir
comment cette automne-minute de Rick Skubal va se dérouler parce que c'est un nom extrêmement intéressant qui va définir un peu les prochaines années. Paul Skeens va surveiller ça de très près, assurément, ce qui va se passer avec Skubal pendant la saison. Mais 500 millions pour Skubal sur 10 ans ou 12 ans, peu importe, c'est 500 millions à quelqu'un qui lance ou qui joue à tous les 5 jours. C'est quand même impressionnant, là. Ouais. Mais je pense que ce qui est intéressant, Félix, dans ce que tu as dit, c'est réinitialiser le marché. Parce que c'est un peu ça aussi, puis c'est une des raisons pourquoi il a demandé 32 en arbitrage. C'est oui, parce qu'il voulait 32 puis pour établir le record, mais c'était pour monter la barre pour tout le monde aussi. Puis un lanceur en arbitrage qui faisait plus de 20 millions de dollars, ça n'existait pas, il a monté ça à 32. Fait que d'après moi, Scott Boras, il va viser le montant total, puis il va essayer d'aller chercher le plus gros chiffre, il va frapper l'imaginaire, mais c'est pas impossible, justement, là, que s'il y a un 60 sur la table ou quoi que ce soit. Présentement, tu l'as dit, là, il y a des petits contrats à 40 millions de dollars sur du court terme pour des lanceurs. Zach Wheeler aussi, là, qui peut faire partie de cette liste-là dans les dernières années, avec Verlander et Scherzer chez les Mets, justement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par la force des choses, Max, dans ce dossier-là, on va surveiller aussi les Dodgers parce qu'il faut toujours surveiller les Dodgers. C'est Louis qui nous dit ici, les Dodgers en 27 vont aller chercher soit Skeens ou Skubal. C'est pas impossible. Tu regardes les Mets qui ont de la difficulté, Max, à payer leur lanceur partant, puis on dirait qu'on ne veut pas donner trop longtemps à Freddie Peralta, même si c'est un joueur que David Stearns connaît de ses années à Milwaukee, puis c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Bien, on est réticent à lui donner un certain nombre d'années. Est-ce que c'est parce que c'est pas un gars comme Skubal ou Skeens? J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est pas toutes les équipes qui vont vouloir se le payer. Je ne sais pas si les Mets vont le faire. Donc, par la force des choses, les Yankees et les Dodgers vont encore revenir dans cette discussion-là. Les Yankees et les Dodgers sont dans chacune des discussions. On ne se montrera pas des parts ici. Ouais. Et n'importe quel joueur qui veut gagner va considérer les Dodgers, évidemment. En plus, on s'entend, là, le California Way of Life, les Dodgers, club historique. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance dans le vestiaire. Le gérant Dave Roberts était apprécié de ses ouailles. Je ne vois pas pourquoi un joueur arriverait et dire moi, je ne veux pas aller jouer à Los Angeles, à moins que tu ne veuilles vraiment, vraiment pas gagner. En plus de tout ça, ben, il paye des montants incroyables. Donc, c'est sûr que les Dodgers sont toujours du coup. Et évidemment que Skubal, c'est une option qu'il va considérer les Dodgers s'il veut gagner une série mondiale. Messieurs, ça fait le tour des questions qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Max, ça a été un plaisir de t'avoir au podcast. Ben, le plaisir était pour moi. C'était fort agréable. Absolument. Pascal aussi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Félix, je te remercie aussi. Là, je vois le petit logo en arrière de toi. Là, on peut suivre ton podcast, La Triple Menace. Ouais, La Triple Menace, c'est à tous les lundis matins. Des fois dimanche soir, c'est plus souvent le lundi matin. Un nouvel épisode avec mes compagnons Pierre-Olivier Poulain et Emilio Constanza, que vous avez peut-être déjà entendu sur ce podcast dans les dernières années. Puis des fois, de temps en temps, vous pouvez entendre Charles et Sébastien sur le podcast, justement, La Triple Menace. On est dû d'ailleurs pour se refaire ça. On s'en jasera tantôt. On est dû pour se revoir dans pas long sur ce podcast-là. Donc oui, à tous les lundis matins. Et comme mes 4 compagnons ici, vous pouvez nous lire sur passionmlb.com. Un site que j'ai entendu dire pas très mauvais pour les fans de balle. Là. Si vous aimez ça, prendre l'actualité, suivre un peu ce qui se passe, pareil qu'ils font de la bien bonne job. C'est ce que j'ai entendu. Évidemment, tu l'as dit, Félix, tu as volé la ligne à Sébastien, qui n'aura vraiment pas dit grand-chose finalement dans ce podcast. Non, excuse-moi, Sébastien. Je vais y voler le reste de son punch d'abord, puis je vais dire moi-même que le podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur le site de Passion MLB. Et évidemment, nous 5, vous pouvez nous lire sur le passionmlb.com à tous les jours sur l'actualité du baseball. Sébastien, merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Et en général, tu vois mon père qui nous souhaite une autre 100aine d'épisodes. C'est ce que je nous souhaite aussi parce que c'est toujours un plaisir de te parler à chaque semaine. Oui, toujours un plaisir. On espère se rendre à un autre 100, puis après ça, on mettra un autre 100. On y va 100 par 100. C'est ça. Puis on va attendre. Là, on va se rendre dans 2 ans, comme dans le baseball majeur. Il ne faut pas se projeter trop loin parce que là, on voit un conflit de travail à l'horizon. Mais on ne prévoit pas de conflit de travail pour l'instant chez Passion MLB. Un conflit avec toi, c'est très, très possible. Oui, mais pas de travail. Ça, c'est personnel. Ah, OK. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.